Charles V, exercice du pouvoir, deuxième partie. Année 1369. Aussitôt la guerre déclarée à Édouard III, Hugues de Châtillon, seigneur de Dampierre et de Roulancourt, grand maître des arbalétriers du roi, avec une armée, rentre dans Abbeville. La ville lui ouvre ses portes. Saint-Valery-sur-Somme, le Crotoy, Rue et d'autres places en font de même. Tous les Anglais sont chassés du comté de Ponthieu, héritage d'Édouard III. Charles V récompense leur fidélité en leur octroyant plus de privilèges et annonce que le comté sera maintenant inaliénable du domaine de la couronne de France. En même temps, la reconquête de la Guyenne est en marche. À sa tête, nous trouvons les deux frères du roi, le duc Louis Ier d'Anjou et le duc Jean de Berry. Louis rentre directement en Aquitaine à partir de Toulouse, Jean, lui, par l'Auvergne. Au fur et à mesure de leur avance, Cahors et le Quercy, le Limousin, le Rouergue se rallient à la cause de la couronne de France. Au total, 60 plateformes anglaises l'ont rejoint. Quant aux barons des Pyrénées, ils avaient déjà pris les armes contre les Anglais dès l'hiver 1368. Édouard III est vite mis au courant de la situation. Il est pris entre un sentiment de surprise car il pensait être tranquille depuis ce fameux traité de Bretigny et un excès de colère de voir ce petit roi de France le provoquer. Pris au dépourvu et les finances maigres du pays, il convoque le Parlement à Londres. Celui-ci décide que le roi d'Angleterre reprenne le titre de roi de France et récupère les terres conquises par les Français. Mais il a vieilli. Il a maintenant 57 ans. Il mourra 8 ans plus tard. Il recherche les alliances passées avec la Flandre. Persuade le roi d'Aragon d'empêcher Henri II de Castille de s'allier à Charles V et fait la paix avec l'Écosse, proche de la couronne française. Rien n'y fait. Charles V est le meilleur diplomate que lui. Édouard III tente de reprendre la main par une union entre le royaume d'Angleterre et le comté de Flandre par l'intermédiaire de son quatrième fils, Edmond de Langlais, le comte de Cambridge. En effet, le comte de Flandre cherche à marier sa fille Marguerite III de Flandre, veuve de Philippe Ier de Bourgogne, dit Philippe de Rouve, à l'âge de 15 ans de la peste. L'occasion est belle pour l'Anglais. Un pied en Guyenne, un autre en Flandre, et bientôt un en Bourgogne. Mais cette union ne se fera pas. Charles V et le pape l'en empêchent. Son frère, Philippe II de Bourgogne, dit le Hardi, depuis la fameuse bataille de Poitiers en 1356, se marie le 19 juin 1369 avec l'héritière du comté de Flandre. Sur le terrain, les choses avancent. On se bat autour de Calais, en Normandie et dans le sud de la Loire. Ce fin diplomate qui est Charles V aurait pu compromettre cette reconquête des territoires. Peut-être effectivement un effet zèle. Il décide d'envahir l'Angleterre. La flotte est construite au Galet de Rouen. Il y a assez de navires pour transporter 4000 hommes. Elle partira de Harfleur, à côté du Havre. Cette armée sera commandée par le duc de Bourgogne. Mais un événement viendra arrêter brutalement l'ambition du roi de France. En effet, il apprend que Jean de Gand, duc de Lancastre et fils d'Édouard III, a débarqué à Calais avec une armée de 600 gendarmes et de 1500 archers. Sur l'avis de son conseil, Charles abandonne le projet d'invasion de l'Angleterre. Le duc de Bourgogne et ses 4000 hommes partent pour empêcher la progression des Anglais. Le duc passe la Somme à Abbeville. Il arrive près de Saint-Omer où stationnent les Anglais.
Ils sont dans la vallée. Il prend position sur les hauteurs et observe l'ennemi. Son entourage ne cherche qu'à en découdre. Mais le duc a reçu des ordres du roi, ne pas bouger et laisser s'épuiser l'ennemi. Charles se souvient de l'impétuosité des chevaliers à se battre à Crécy avec son grand-père et à Poitiers avec son père. Ces batailles emmenèrent la France dans des défaites sanglantes et retentissantes pour le pays, et surtout pour les Français. Il n'était pas question de recommencer le même scénario. Après avoir attendu trop longtemps la confrontation, les Anglais repartent en direction de Calais, embarquent de nouveau du port et rentrent chez eux. La tentative d'invasion par le nord est infructueuse. Édouard III envoie une armée en Guyenne. 500 lances et 1000 arbalétriers commandés par Edmond, comte de Cambridge, et par le comte de Pembroke, le gendre d'Édouard III, débarquent en Bretagne. Aussitôt, ils se mettent en route afin de rejoindre le prince de Galles à Angoulême. Ils y retrouvent Hugues Cavelet, Jean Chandos, Eustache d'Abrichemont, Thomas de Percy et Robert Knollys. Tous sont des anciens de la bataille de Nájera en Espagne, des hommes aguerris au combat. Les Anglais, maintenant en nombre suffisant, peinent quand même à arrêter la progression des Français en Guyenne. La Roche-Posay et Châtellerault sont aux mains des seigneurs acquis à la cause de la couronne française. La Roche-sur-Yon et le château de Pelleperche restent les deux faibles succès des Anglais. Deux mots sur la mort de Jean Chandos, ce grand chef de guerre anglais. Nommé sénéchal de Poitou par le prince noir, il reçoit la mission d'empêcher les Français de continuer leur progression en Poitou. Au pont de Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne, lors d'un combat contre les troupes françaises commandées par un mercenaire, Guillaume Boitel, celui-ci lui enfonce une lance sous l'œil. Dans la douleur et vidé de son sang, il mourra le lendemain, le 31 décembre 1369 à Mortemer. Les chroniqueurs disaient de lui: Messire Jean Chandos était le plus courtois des chevaliers, le plus plein de vertu de tous les nobles qu'eût produit l'Angleterre depuis 100 ans. Le prince noir fut très affligé par la perte de son mentor. Charles V n'hésite plus. Il chassera les Anglais de la France jusqu'au dernier. Il convoque les États généraux le 7 décembre 1369. Il soumet au vote des parlementaires l'arrêt ou la continuation du conflit. Tous, unanimement, demandent au roi de continuer avec vigueur de faire la guerre aux Anglais. Il est aussitôt décidé d'augmenter les impôts et la gabelle sur le sel pour l'entretien de la maison du roi et de lever un impôt de 4 livres par feu et de 30 sols dans les campagnes pour l'entretien de l'armée. On ajoute une aide de 13e sur la vente du vin en gros et du quart sur celui du détail dans les campagnes. Les vins de Beaune et de Saint-Pourçain sont taxés au triple. Cette augmentation est lourde pour les Français, mais personne ne rechigne à payer. Tous sont certains de la victoire de la France et disent: Sire, il faut mettre les Godons hors du pays. Fort de sa popularité et de la confiance du peuple, Charles V réunit ses frères en décembre 1369 à Paris. Les ducs d'Anjou, de Berry et de Bourgogne sont là. Ensemble, ils définissent le plan de la prochaine campagne de guerre. On reste sur les bases de départ. 3 armées. La première, commandée par le duc d'Anjou, entrera en Guyenne par Bergerac. La deuxième, avec le duc de Berry, continuera par le Limousin. Et la troisième, avec le duc de Bourgogne, servira de corps de réserve et surveillera le nord du royaume, surtout Calais. Mais il manque un chef pour commander ces armées.
Moreau d'Offienne, connétable de France, fatigué des nombreux combats dans sa carrière militaire, démissionne de son poste et propose au roi de nommer Bertrand du Guesclin à sa place. Le roi le rappelle d'Espagne. En attendant, Charles V se souvient encore des anecdotes sur Crécy et des images de Poitiers. Il y était. Il donne des ordres suivants à ses frères. Mes chers frères, je ne veux plus de bataille comme à Poitiers. Rien ne devra être laissé au hasard. Aucune prise de risque. Les Anglais devront être suivis et harcelés. Il faudra leur couper les vivres. Nos armées devront camper dans des lieux sûrs et de préférence en hauteur. Il sera préférable d'utiliser une bonne cavalerie que l'infanterie. Je veillerai personnellement à vous acheminer des vivres et de l'argent, car je me tiendrai au centre du royaume. Si vous avez besoin de secours, je vous enverrai des renforts. Tout est prêt pour combattre les Anglais et les bouter hors du royaume de France.